Bonjour, je suis Thomas Chesson, le scénariste du film L'Utopie des images, réalisé par Emmanuel Hamon. L'Utopie des images, c'est un film donc qui raconte les premières années, les années qui ont suivi la révolution russe, à travers 7 personnages qui sont des réalisateurs, des acteurs, des techniciens de cinéma et qui, pendant quelques années très privilégiées après la révolution, ont pu faire des films en toute liberté avant que le pouvoir politique ne prenne la main sur le contenu des scénarios et des films. L'idée, elle est venue d'un souvenir que Emmanuel Hamon et moi avions de notre propre désir de faire du cinéma, qui est venu dans les années 80 pour l'un et l'autre. Et en ce qui me concerne, moi, je me rappelle très bien les ciné-clubs à l'école, avec un professeur d'histoire qui nous projetait les films russes muets. Et donc, ça faisait très longtemps que ces films-là étaient ancrés dans ma mémoire et que l'anniversaire de la Révolution approchant, ça nous a paru une bonne idée de faire un film à propos de ça, qui serait un film vraiment sur le cinéma et notre amour du cinéma. Une fois que l'idée du film était dans nos têtes, c'est vrai que on a cherché comment faire quelque chose qui soit vivant, réjouissant et qui traduise cette espèce de folle élan et de folle liberté dont on voulait parler. C'est vrai que moi, je viens des films de fiction. Je fais très rarement des documentaires. Et la forme classique d'un documentaire avec des spécialistes qui seraient interviewés, que ce soit des historiens ou des historiens du cinéma, n'était pas quelque chose qui nous séduisait particulièrement. Et très vite est née l'idée que, en fait, en lisant les livres de Kouletchov, qui est un réalisateur du tout début, un des premiers qui a fait des films après la Révolution, on est tombé très vite sur cette histoire incroyable qui est que, en 1917, après être très brièvement passé par ce qui allait devenir l'école de cinéma, il crée un atelier et pendant 3 ans, il va se préparer à faire son premier film en créant des exercices, en faisant du montage. Et cet atelier a ceci de très particulier, c'est que c'est un atelier de cinéma, mais où il ne filmait pas. Et il filmait pas, pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de pellicule vierge. Et donc, à cette époque, au-delà de faire des scénettes avec des plans rapprochés, ils se rapprochaient du public, ils s'éloignaient, leur activité principale était de couper des films qui existaient, qu'ils avaient sous la main. Et c'est là qu'il fait ses découvertes sur le montage, et c'est là surtout où il invente sa pensée du cinéma alors qu'il n'a jamais eu une caméra entre les mains encore. Enfin, presque. Et donc, à cette époque-là, il se dit, mais le plus grand film qu'on pourrait faire, ça serait un film où toutes les rushs, ça serait tous les films qui ont été faits précédemment et qu'on pourrait couper pour raconter notre histoire. Et en lisant ça, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose comme ça ? Sur les 2000 films de l'époque qui nous intéresse de raconter, il en reste 120, et donc on est parti à Moscou voir les films, et puis on a considéré que c'était nos rushs. Et que donc, avec ces 120 films, on avait 200 heures de rush qui nous permettraient de raconter notre histoire. Et à partir de ce moment-là, on a choisi une dizaine de personnages qui sont, comme je disais, des réalisateurs, des techniciens, des acteurs, et on leur a créé une voix. Et donc, on a écrit un scénario presque comme un scénario de fiction, avec des voix qui parfois dialoguent entre elles, parfois sont des voix intérieures, et à l'image, en utilisant des images provenant de ces films de fiction, on illustre et on met en scène ces voix qui parlent. On a copié la méthode russe pour ce film et on a essayé de façon beaucoup plus modeste, mais de rendre possible ce que Kouletchov avait rêvé avant d'avoir une caméra entre les mains. Et heureusement qu'il l'a eu ensuite, parce que sinon on n'aurait pas eu d'image à monter, nous. Une des premières étapes dans la conception de ce film a donc été
de pouvoir voir ces films, tout simplement. Alors, il y a une vingtaine de films qui sont édités en DVD, que tout le monde peut voir, que ce sont les films qu'on connaît, les films de Pudovkin, d'Eisenstein, quelques films de Kuleshov, Dovzhenko. Enfin, il y a quelques réalisateurs qui sont restés, qui ont franchi les frontières et dont les films sont accessibles. Et puis, il y a des films qui sont beaucoup plus difficile à voir. Donc, on a commencé par ce qui était disponible autour de nous, la Cinémathèque française, la Cinémathèque de Toulouse, qui a beaucoup de films soviétiques. Et puis après, ça a été la Cinémathèque de Berlin. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'on restait bloqué à 40, 45 films et que toutes les listes des films existants, les 60, 70 qui nous manquaient, on pouvait les trouver nulle part, sauf à Moscou. Et donc la production a pris contact avec le Gosfilmofond, qui est l'équivalent de la Cinémathèque, enfin des archives du cinéma. Et là, les négociations ont été longues, mais très fructueuses. Finalement, on a eu un partenariat très étroit avec eux. Ils nous ont envoyé beaucoup de films pour qu'on puisse les visionner. On est allé en voir certains. Et puis, au fur et à mesure que le scénario se précisait, qu'on savait quel morceau, quel plan des films on voulait utiliser, ils ont commencé un travail de restauration et de numérisation pour qu'on puisse utiliser les images dans notre film. Et finalement, je pense qu'ils sont à la fois très contents que ces merveilles soient sorties de leurs archives, qu'elles aient pu être vues, et ils ont vraiment participé au film de façon extrêmement active. Alors ça a été long, parfois difficile, parfois compliqué, mais au final, je pense qu'ils sont très contents et fiers du film. C'est difficile. Enfin, on peut même dire qu'il y a 3 révolutions. On se concentre dans le film sur ces 2-là, mais il y a la révolution politique qui va bouleverser complètement la structure du pays et qui va avoir pour effet dans le domaine artistique de considérer très simplement que tout ce qui se faisait avant sur le plan artistique, il faut le changer. Et ça vaut pour les arts plastiques, ça vaut pour la poésie, ça vaut... Et pour le cinéma, ça vaut doublement parce que le cinéma est un art nouveau à l'époque. Et donc, il va devenir l'art sur lequel tous se concentrent parce que forcément, faire du cinéma, c'est nouveau. Et donc, ça n'est pas le monde ancien. Bien qu'il y ait eu des films russes avant, hein. Ils se mentent un peu en disant ça, mais quand même, c'est quand Maïakovsky le poète Maïakovsky se met à défendre le cinéma de façon féroce, c'est parce que pour lui, c'est le seul art nouveau. Et cette nouveauté est un préalable indispensable pour pouvoir initier une action artistique. Il se trouve que le cinéma a un statut très particulier, c'est-à-dire que les gens qui arrivent au pouvoir en 1917, ce sont pas des gens de cinéma, ce sont des gens de l'écrit ou à la rigueur des arts plastiques. Et donc ils sentent très bien que c'est important. Eux, ils pensent surtout en termes de la masse de personnes qu'on peut toucher avec le cinéma. Donc les décrets vont très vite être pris par Lénine. Trotsky va écrire beaucoup sur le cinéma. Tous savent que c'est important et en même temps, ils n'ont pas les moyens de le contrôler. Et donc ce qu'ils se disent, c'est on va mettre des moyens logistiques à disposition de ces jeunes cinéastes et puis, et en fait, ils les laissent faire. Et on va avoir une génération de très jeunes gens. Kuleshov, il a même pas 20 ans quand il tourne ses premiers films, qui vont se saisir de ça et qui vont vraiment, en toute liberté, faire des films. Alors, ils ne sont pas communistes, hein, ils n'ont quasiment aucun à sa carte du parti, mais ils sont profondément convaincus que cette société nouvelle va mener à quelque chose. Et donc, ils participent. C'est un acte, faire un film est un acte politique. Et après, ce qui est très étonnant quand on regarde ces premiers films, c'est que ce soit Kuleshov ou Barnett au début des années 20, ils peignent, donc ils sont très inventifs sur le plan du cinéma, mais ils peignent la société telle qu'ils la voient. Quand on regarde La jeune fille au carton à chapeau de Barnett ou La maison de la rue Troubnaïa, c'est une peinture très
réaliste et parfois très critique de la société soviétique telle qu'elle est à l'époque, avec les difficultés de logement, les problèmes de corruption, le chômage, l'exode rural, tout ça y est exposé de façon tout à fait naturelle. Et en fait, pendant 10 ans, ça va durer jusqu'à ce qu'une seconde génération de réalisateurs arrive, celle-là qui est passée par les écoles, qui est membre du Parti communiste, et ça va à ce moment-là être presque une lutte de génération et une lutte de pouvoir. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là qu'on va dire que pour faire des films pour les masses, il faut être issu des masses, et donc ça va être le parti va se servir de cette nouvelle génération de cinéastes pour enterrer l'ancienne et pour la mettre au pas. Et ces jeunes cinéastes de la deuxième génération vont fustiger avant tout l'avant-garde, parce qu'il dit c'est très beau ce que vous avez fait, mais ça ne touche personne. Personne va voir vos films, et donc ils ont beau être très intelligents, ils servent à rien. Le scénario de l'utopie des images, comme je disais tout à l'heure, est un scénario qui a été écrit presque comme un scénario de fiction. C'est-à-dire que il est détaillé séquence par séquence, on sait ce qu'on veut raconter, il y a des dialogues, enfin un texte qui va être dit par des acteurs, et une description très précise de la scène telle qu'on veut qu'elle se déroule. C'est-à-dire que quand Kouletchov, par exemple, parle de son arrivée à Moscou, on sait qu'on veut voir un jeune personnage traverser un pont au-dessus de Moscou, pousser la porte de ce qui pourrait être l'école de cinéma. Et donc, il y a vraiment un scénario qui est écrit séquence par séquence. Bien sûr, ça s'écarte assez largement du travail de scénariste dans le cadre du documentaire, où habituellement il y a des discussions avant le tournage, mais assez peu, juste plutôt de la préparation documentée. Et puis une fois que le tournage est achevé, je viens souvent écrire un commentaire ou oui, mais rien d'autre en fait. Là, non, ça se rapproche vraiment du travail qui est d'ailleurs plutôt mon travail habituel sur les films de fiction, c'est-à-dire je propose une histoire, un déroulé, et après je travaille avec le réalisateur pour qu'il puisse s'approprier cette histoire, voir ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, qui est le travail de scénariste en réalité, où on passe un tiers du temps à écrire et puis 2 tiers à essayer de passer le relais au réalisateur pour qu'il puisse s'approprier chaque mot qui a été écrit et pour que ça devienne le sien, parce qu'après, c'est lui qui fait le travail. Je suis passé régulièrement au montage, oui, pour voir comment ça a avancé, et puis pour modifier aussi au fur et à mesure. C'est vrai que c'était, comme on était en fait 3 personnes, le réalisateur, la monteuse et moi, c'est un travail qui a pu se faire il y a eu plus d'1 an de montage, et c'était très agréable, très confortable. C'est ce que je dis souvent, ce film-là, si j'avais pas à travailler, je pense que c'est ce que j'aurais aimé faire pendant 2 ans. Regarder des films russes, lire des livres sur le cinéma, c'était juste un plaisir. J'appartiens à l'ASACD. D'ailleurs, l'ASACD est aujourd'hui, moi comme scénariste, le principal de mes revenus. Aujourd'hui, le système de répartition marche plutôt bien, sans hésitation. C'est-à-dire que aujourd'hui, sur un film, ça me permet, au moment de la diffusion à la télé, de toucher presque l'équivalent de ce que j'ai été payé pour le scénario au moment de l'écriture. Et donc, c'est tout à fait formidable. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être un problème de positionnement des auteurs en France. C'est-à-dire que il y a une volonté surtout à la télévision, de prendre un peu une place de showrunner et de plus laisser vraiment la place au réalisateur. Moi, je viens du cinéma. J'ai commencé comme scénariste avec des réalisateurs d'une autre génération, qui était beaucoup plus présent. Le premier scénario que j'ai écrit, c'était pour le premier film réalisé par Michel Piccoli, qui est donc un monsieur d'un certain âge, et je considère profondément que mon travail d'auteur est avant tout au service d'un réalisateur, et que donc moi j'ai pas de problème ni de propriété ni d'ego, puisque j'écris pour une personne qui lui va faire un film pour le plus grand nombre.
Et donc, à part ce positionnement-là, où je trouve que la SACD n'est pas toujours claire sur... elle tend parfois à donner une place trop grande aux auteurs au détriment des réalisateurs. Oui, ça fonctionne très bien.